Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de 5 points à considérer avant d'embarquer dans le self-hosting et dans le home labbing. On parle de ça. Tout d'abord, je voulais dire un gros merci à mes sponsors pour m'encourager encore une fois dans cette vidéo-là. Donc ici, je parle de CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major, QC et tout dernièrement Player One. Donc je voulais vous dire un gros merci pour supporter mon beau projet. Donc ça me tient vraiment à cœur. Les 5 points que je veux parler aujourd'hui, dans le fond, c'est au niveau de l'apprentissage, le learning, la sécurité, gestion du coût. Et le dernier point, c'est lui qui va englober les autres aspects qui peuvent être à considérer dans le home labbing et dans le self-hosting. Avant même de commencer ça, c'est sûr que je vais vous dire que le home labbing, c'est cool, c'est le fun, parce que, tu sais, dans le fond, ma chaîne YouTube, c'est en partie une grosse partie de ça. Donc, tu sais, si j'ai à peu près 100 vidéos d'uploader, il y en a quand même une grosse partie que c'est autour du self-hosting, du home labbing, du stock dans un rack en arrière. Donc, ça serait de vous mentir que c'est une vidéo qui dit « faites pas ça ». Donc, ça va être des points juste à considérer avant d'embarquer qui peuvent vous permettre de dire « OK, je vais ralentir ou je vais voir mes projets un petit peu différemment ». Le premier point, c'est, comme je vous ai dit, le learning. Le learning, c'est quelque chose que, tant qu'à moi, avec un home lab, on est en mesure d'apprendre énormément. Puis, ce qui arrive, c'est que vous pouvez y aller à votre rythme et d'aller rechercher les sujets qui vous intéressent réellement. Donc, au début, quand j'ai commencé, ce que je voulais, c'était d'aller chercher un petit peu plus la réseautique. Donc, en ayant la UDM Pro que j'avais anciennement, j'étais en mesure d'aller comprendre un petit peu mieux c'était quoi les VLAN, les règles de firewall, sans nécessairement être too deep, par exemple, dans un pfSense comme j'ai actuellement. Donc, ça fait qu'on peut commencer avec certaines petites applications comme ça, certains concepts qui sont peut-être plus basiques, qu'on peut avoir une idée théorique, mais pas nécessairement appliquée. Bien là, dans ce cas-là, un home labbing et du self-hosting va être une belle manière d'apprendre ces concepts-là sans nécessairement briser quelque chose en production. Il faut juste considérer que l'apprentissage, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, ça prend quand même du temps comprendre les concepts, comprendre comment ça fonctionne. Donc, tout ce qui demande du temps, c'est sûr que si vous arrivez et vous dites hey, « moi, je veux me popper un infra puis avoir tel service, tel service, tel service, que ça fait ça, des automatisations, du pipeline, que ça se déploie automatiquement. Si mon home lab pète, je vais pouvoir le redéployer en comme 5 minutes parce que j'ai des scripts, tout ça. » Mais tout ça, ça va demander des connaissances et du temps. Donc, si vous êtes prêt à mettre les efforts et le temps, c'est sûr que vous allez apprendre énormément, énormément. Et moi, aujourd'hui, je peux vous dire que déjà là, je suis déjà gagnant à avoir appris tout ce que j'ai appris au fil des différentes vidéos que j'ai réalisées pour la chaîne. Donc, un gros point à considérer, le learning, c'est vraiment un gros plus au niveau du self-hosting et du home labbing. Au niveau de la sécurité, qui est le deuxième point, dans le fond, c'est, je vous dirais quand même un point important qui peut être à considérer parce que si jamais vous êtes nouveau dans le home labbing, faire les services pour l'interne, c'est une bonne chose. Le moment que vous allez offrir des services à l'externe en faisant du port forwarding, ça va être important de vous renseigner un petit peu plus sur les règles de firewall, comment vous allez utiliser la machine. Est-ce que vous utilisez un reverse proxy? Est-ce que vous avez un whitelisting d'IP, de range pour communiquer avec vos adresses internes? Donc, c'est toutes des choses comme ça que des fois, on ne pense pas forcément, mais que si jamais je prends mon Proxmox et que je le mets accessible à tout le monde sur Internet, puis je me dis, il y a des creds, ben de 1, il faut que tes creds soient solides. De 2, est-ce que tu as un deuxième facteur? Et de 3, ça l'empêche en rien à ce que ta machine soit potentiellement vulnérable à des zero-day, des exploits, des choses comme ça. Donc, c'est tout plein de choses à considérer et même si on dit hey, c'est pas nécessairement important, c'est juste du self-hosting, c'est juste une petite machine qui roule Pyhole ou je sais pas quoi puis qui est accessible sur Internet, ça fait que si quelqu'un est capable de pivoter cette machine-là et d'avoir accès à l'intérieur de ton réseau, bien là, ça devient vraiment critique parce qu'il te met à avoir accès à tous tes devices IoT, à tous tes devices de ton home, donc téléphone, laptop, et potentiellement avoir accès à une entreprise, étant donné que si jamais tu fais du télétravail remote, tu travailles de temps en temps de la maison avec un ordi de l'entreprise, ben tu mets à risque aussi l'entreprise indirectement si jamais tu écruses plus ou moins bien tes services. Donc, c'est juste un point vraiment à considérer, à prendre le temps de le faire parce que la sécurité, c'est le fun, c'est sexy, mais quand peut-être on va faire du pentest, qu'on va dire hey, je veux me protéger de l'externe, c'est peut-être moins sexy, puis le monde a peut-être tendance à vouloir tourner les coins ronds. Donc, c'est peut-être un point aussi à considérer de dire si jamais vous décidez que vous voulez embarquer là-dedans, que vous voulez offrir plein de services au monde entier, juste considérer une mesure de sécurité pour vous assurer que vous ne mettez pas l'ensemble des appareils, de vos données, tout ça à l'interne à risque. Donc, c'est mon petit point pour la sécurité.
Un gros point aussi, c'est la gestion. Donc, la gestion, là, plus que vous avez de choses, plus que vous avez de services, plus que vous avez de machines, plus que vous devez les gérer. Là, tu vas me dire, ouais, mais Félix, il y a des services qui permettent d'avoir des updates automatiques sur mes Docker et tout ça. Oh, oui, il n'y a pas de trouble. Mais ce que je veux dire, c'est que ta gestion, c'est que, par exemple, je te donne un exemple simple. Tu as un Pi-hole, tu as un Raspberry Pi avec Pi-hole dessus. Bon, Pi-hole doit être mis à jour. Tu le mets à jour, c'est facile. Mais tu dois le faire parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Par la suite, tu vas mettre les patchs de sécurité peut-être sur ton Raspberry Pi. Si jamais ton Raspberry Pi, il saute, là, tu n'as plus de Pi-hole. Fait que là, tu n'as plus de DNS. Fait que là, es-tu capable de dire, OK, il faut que je retourne, il faut que j'ai modifié mes configurations pour faire qu'en attendant, j'ai du DNS partout dans ma maison. Puis là, si jamais ça arrive, mais à plus grosse échelle, donc si jamais tu dis, j'ai un serveur, puis j'ai, je sais pas, 200 GB de RAM, j'ai plein de CPU, puis mes disques en RAID, ils pètent parce que je roulais des machines Windows, je roulais les suites Radar, Sonar, puis ainsi de suite. J'avais plein de films, j'hébergeais des services pour des amis, des choses à l'externe. J'avais plein de services, mais si jamais ça pète, donc il y a des disques durs qui pètent, tu as de la RAM, peu importe whatever, ta motherboard explose, tu fais quoi? Tu sais, dans le fond, tu deviens à devoir gérer ces problématiques-là. Donc, c'est juste que plus qu'on en a, plus qu'on doit gérer. Puis c'est des concepts aussi vraiment stupides en quelque sorte, parce que des fois, on ne peut pas penser à ça, mais si jamais tu t'offres un service, par exemple, tu dis, hey, j'offre un service à des clients ou des choses comme ça, mais tu n'as pas d'UPS, tu n'as pas de backup, t'as pas, je parle de backup électrique, tu n'as peut-être pas de ligne Internet de backup. Après ça, tu n'as peut-être pas de backup de données, de configuration. Fait que tu sais, c'est toutes des choses qu'on doit considérer. Puis que si des fois tu dis, hey, je monte un service, ben, c'est tous ces petits points-là à côté qui sont pas tannants, mais qu'on doit quand même s'occuper si on veut un minimum de redondance, puis pas arriver que si tout explose, on soit en mesure de recommencer de zéro. Donc, c'est quand même un point assez important dans la gestion qui nécessite du temps. Le quatrième point que j'aimerais ça vous parler maintenant, c'est au niveau du coût. Donc, s'il y a des abonnements, du coût, des choses comme ça, tout ce qui touche un petit peu plus à l'argent. Donc, c'est sûr que quand on a notre Home Lab, on dit, hey, moi, pour avoir un Home Lab, il faut avoir quelque chose qui roule dedans. Nécessairement, j'ai besoin d'avoir, par exemple, un routeur peut-être. J'ai peut-être besoin d'une switch si je veux avoir mes câbles réseau. Je veux peut-être avoir des access points. Je veux peut-être avoir un Raspberry Pi ou une petite machine qui consomme peu d'énergie pour rouler des petits services qui vont être utiles. Mais si jamais je perds de l'électricité, j'ai mon UPS qui nécessite quelque chose. Mais mon Raspberry Pi va rouler beaucoup plus longtemps que si, par exemple, je roule une grosse machine dessus. Donc, c'est tout plein de points que c'est à considérer avant pour vos projets. Mais c'est aussi un coût à considérer parce que si jamais vous avez tous ces appareils-là, ben de un, c'est le coût à l'achat. Le coût, si jamais vous voulez les upgrader, par exemple. Donc, si jamais vous achetez une machine, vous dites, OK, moi, j'achète ça, puis je commence avec ça, pas de trouble, mais éventuellement, je vais vouloir acheter de la RAM, des disques durs, CPU, tout ça. Mais ça va être des choses à considérer indirectement parce que ça va coûter quelque chose. C'est sûr qu'à l'achat, on peut partir avec des machines, probablement sur Marketplace, on est en mesure de faire un peu de recherche, ou même sur eBay, trouver des bons petits deals, puis partir notre Home Lab à partir de ça. Donc, si jamais, moi, j'arrive puis je m'achète une vieille tour, tu achètes une carte réseau, tu plugues ça là-dedans, puis t'es good to go. Donc, tu es en mesure quand même de te peaufiner un beau set d'équipements sans nécessairement que ça devienne super dispendieux, mais il ne faut pas oublier que ça devient comme je vais dire un trou sans fin, un trou noir, là, parce que c'est facile de dire, hey, t'as-tu vu la nouvelle Switch qui vient de sortir? Elle est 2.5 GB avec du pipipi, oui, puis toute la pas du 2.5 GB et je voulais dire puis oui. Je suis trop habitué parce que j'ai eu plein de questions de Bell aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ils vont plein de nouveaux équipements. Tu vas avoir du Wi-Fi 7, tu vas avoir du Wi-Fi 6. Tu veux quoi? Tu sais, tu veux toujours les nouveaux devices, mais après ça vient un coût. Donc, c'est juste de dire quand tu startes, il va toujours avoir du monde avec des plus beaux setups que le tien. Puis il va toujours avoir des gens avec des setups plus pires que toi. Donc, juste considérer de dire est-ce que moi je suis fier de ce que j'ai? Et tu l'as pourquoi? Moi, je l'ai pour apprendre. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont dire ah, t'avais du Ubiquiti avant. Ah, c'est mauvais. C'est mauvais. T'es mieux d'avoir un pfSense puis configurer tout à bras, même tes switches. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, non, moi je préfère être full Ubiquiti, là, c'est tout beau, c'est tout clean, même écosystème, toute la patente. Fait que tu sais, on va déjà avoir une vision différente, mais tout ça va avoir un coût. C'est juste de dire on est prêt à mettre combien là-dedans. Faut pas oublier non plus que des fois vous dites OK, j'ai eu un super de bon deal sur une grosse blade, un gros serveur, full puissant. Mais peut-être ça va faire clairement beaucoup de bruit. Où est-ce que vous allez le mettre? Est-ce que vous allez l'emplacement? Votre rack, est-ce que vous voulez mettre ça dans un rack? C'est aussi dispendieux. Par la suite, l'électricité. Donc, ça dépend vous êtes où. Moi, je suis au Canada, l'électricité n'est pas si chère. Donc, c'est pas nécessairement un deal breaker pour moi de dire ah, j'achète-tu ce serveur-là, oui ou non.
mais c'est quand même un point à considérer quand on fait l'achat et l'acquisition de différents équipements parce que ça se peut qu'à fil de la run, si jamais vous avez beaucoup de serveurs qui roulent non-stop, 24/7 tout le temps, ça peut être quelque chose à considérer quand vous allez sélectionner vos équipements, de dire peut-être que je vais investir vers des serveurs qui consomment moins d'énergie, ils vont coûter un petit peu plus cher, mais sur la run, je vais économiser toujours une couple de dollars par mois sur ces machines-là. Donc, ça va faire qu'au bout de l'année, ça devient rentable. Ça devient plus rentable d'avoir payé l'extra puis que ça soit moins énergivore. L'autre point qui touche un petit peu à l'argent que je parlais à abonnement tantôt, c'est que quand vous allez le self-hosting, le home labbing, vous allez pouvoir avoir vos propres services. Donc, vous n'allez pas devoir toujours payer des abonnements pour avoir accès à différentes applications, différentes fonctionnalités. Donc, un bon exemple, c'est par exemple le Cloudflare avec les paths Redirect. Donc, moi, à place, j'ai installé Shlink dans mon lab. Donc, ça roule, ça prend pratiquement rien. Ça me permet d'avoir un peu de télémétrie, puis ça me permet d'avoir un URL shortener qui fait que j'ai pas besoin, j'ai payé zéro pour ces fonctionnalités-là. J'ai juste besoin de l'avoir dans mon lab et de le supporter quand ça pète. Donc, pour moi, c'est clairement plus worth it. Donc, je paye 0$ par mois au lieu de payer peut-être 10$ par mois pour avoir cette fonctionnalité-là. Mais j'ai à la gérer. Donc, si jamais vous avez aussi toutes les suites pour télécharger les films, la musique, des livres audio, tout plein de choses comme ça, ben, vous venez quand même économiser certains coûts à gauche et à droite sur des abonnements que vous probablement payerez pour Netflix, Disney, Amazon Prime, name it, Spotify. Fait que c'est toutes des choses comme ça que vous pouvez avoir votre service interne si vous le configurez correctement, sécuritairement. Vous allez pouvoir l'offrir à vous, mais au monde entier aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à considérer quand on embarque dans le home labbing. C'est pas juste un trou sans fin puis qu'on drop de l'argent. Il peut y avoir quand même une certaine manière d'économiser sur certaines applications, certains services, si on s'en occupe nous-mêmes. Ça l'introduit en même temps le dernier point qui est un petit peu le ramasse-tout, comme au niveau de nos besoins. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'avais un besoin de dire, dans ce cas-là, avec Shlink, je voulais faire un redirecteur pour mes liens affiliate d'Amazon. Donc, pour avoir la fonctionnalité d'Amazon, tout ça, je ne peux pas envoyer mon lien directement à quelqu'un en privé et dire clique là-dessus, va acheter, ça va me donner une commission, puis ça ne change rien à ton prix. Donc, ce que j'avais besoin, c'est d'avoir que ça passe par mon site web. Avec le redirect de Cloudflare, ça aurait fonctionné, mais j'aurais dû payer. Donc, ce cas-là, j'avais un besoin propre à moi, spécifique. Puis les affiliate links, j'en fais pas tant. Fait que c'est pas comme si c'était un revenu considérable que je dis oui, je vais payer le 10$ par mois. Donc, pour ça, j'ai un besoin bien précis, puis je veux pas que ça me coûte un bras. Au fond, ça permet aussi d'être white box. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ayant des outils open source, si jamais vous avez des configurations, un outil qui fait 95% de ce que vous voulez, mais il manque le petit 5% qui est irritant un petit peu, mettez-vous les mains dans le code, vous pouvez regarder, vous pouvez modifier, vous pouvez adapter pour avoir du pipeline, du Docker. Tu sais, s'il y a un Docker file, peut-être un Docker Compose file pourrait être intéressant pour vous. Si jamais vous voulez intégrer du pipeline, tout plein de choses. Vu que c'est open source, vous êtes en mesure de forker le projet et de partir de votre bord, d'acheter les fonctionnalités puis d'embarquer là-dedans. Donc, ça veut vraiment répondre à vos propres besoins. Dans le fond, au début, j'ai dit le home labbing, c'est cool, j'ai fait plein de vidéos, j'ose plein de services. Mais je vais dire, je ne suis pas blanc comme neige. Ça arrive que j'ai des services que je paye ou que je n'ose pas pour différentes raisons. Voici quelques exemples. Donc, mon Bitwarden, j'utilise Bitwarden. Je le recommande aussi aux gens qui n'ont pas de gestion de mot de passe. Je ne le hausse pas personnellement parce que pour moi, Bitwarden, c'est un service trop critique. Puis je ne veux pas devoir avoir à le gérer si jamais il y a des problématiques, il y a des fuck-ups que je ferais dans la config, des choses comme ça. Je ne veux pas avoir à gérer ça parce que c'est trop critique pour moi, l'ensemble de mes mots de passe. Je ne veux pas avoir à dealer avec ça. Même chose un petit peu avec les courriels. Je sais que j'ai un domaine, puis je pourrais configurer ça pour avoir mon propre courriel, puis tout ça. Mais je ne veux pas avoir à dealer avec ça parce que si jamais je communique avec un fournisseur communique avec moi pour faire un sponsor ou quelque chose d'aide, serais-tu intéressé par telle application ou tel hardware, ben, je veux que ça rentre dans ma boîte mail, puis je ne veux pas que ça passe dans un spam ou que ça soit bloqué pour X, Y raison. Donc, pour ces petites raisons-là, j'ai des services que je considère critiques pour moi, que je décide de pas nécessairement payer, d'utiliser ce qui est gratuit en ligne, mais que éventuellement, si jamais je devais être obligé de payer, probablement que je débourserais un certain montant pour ces services-là pour ne pas devoir les gérer parce que je juge que c'est trop critique pour mes besoins. L'autre point aussi, c'est que présentement, en n'étant pas tout seul, j'ai besoin d'avoir, mettons, je vais dire Netflix, Spotify, des choses comme ça, des services de divertissement que je pourrais appeler. Mais quand j'arrive le soir, là, je ne veux pas me casser le basic, je dis, OK, je veux tel film.
j'ai pas été voir dans la journée, je l'ai pas téléchargé, j'ai pas de problème. Je veux pouvoir l'écouter. C'est sûr que si j'ai la suite Radar, puis toute la panoplie de RR, puis je hausse ça dans mon lab, probablement que ça fonctionnerait si je suis le seul à l'utiliser. Mais là, par exemple, si j'arrive, puis là, il y a ma blonde, il y a des amis, des choses comme ça, on vient, on veut écouter un film, puis ça marche pas parce qu'il y a des problèmes, ben je veux pas devoir le débugger on the spot. Je veux pouvoir m'asseoir, relaxer, puis écouter un film. Donc oui, ça devient un coût beaucoup plus élevé pour avoir ces services-là, mais c'est encore une décision, je veux dire, un peu plus personnelle, vs de dire je le gère-tu ou je le gère-tu pas. Donc, c'est à vous de voir aussi les services, pas parce que vous êtes dans le home labbing que vous devez vous mettre la pression de dire je dois tout hoster et je dois tout configurer et tout faire les backups parce que sinon vous allez être submergé de Docker et d'applications à hoster parce qu'il y en a tellement. Je ne sais pas si vous regardez Docker Hub de temps en temps, vous regardez les tops, vous rafraîchissez, puis il y a plein d'applications sur GitHub, GitLab, Docker Hub pour les Docker en soi. Ça n'arrête pas de popper. Donc, si jamais vous faites juste watcher toujours ça pour dire hey, il me faut telle application, il me faut telle application, ben ça va nécessiter du temps. Puis ça fait que ce temps-là, vous ne l'avez pas nécessairement pour profiter, faire d'autres activités ou des choses comme ça, qui peut être quand même assez utile dans une vie pour rester balancé. Là, je dis ça, mais ma blonde me chicanerait parce que clairement, elle dit que je suis trop deep dans l'informatique. Là. Mais ça, c'est une autre affaire. Fait en tout cas, c'est mes 5 petits topos de dire le home labbing à considérer avant d'embarquer dans le home labbing et mon petit péché de dire que même si je fais du home labbing, j'ose pas tous mes services. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est un petit peu différent, mais en espérant que vous l'avez aimé. Donc, si jamais c'est le cas, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.